contre. Bannon ne voulait pas que d'autres cabinets ministériels puissent voir le texte et disent « Oula, attendez, doucement, on ne devrait peut-être pas faire ça ». John Kelly est le nouveau ministre de la Sécurité intérieure. C'est un général à la retraite. Il apprend la nouvelle de la signature par téléphone à bord d'un hélicoptère militaire. La responsabilité numéro 1 du président envers le peuple américain, c'est d'assurer sa sécurité. Je crois que son objectif, c'était de protéger le pays. Steve Bannon et le nouveau président envoient un message clair. Les choses vont changer. Aux yeux de Bannon, c'était une façon de rompre avec le système. Ils savaient tous les deux que ça allait susciter un tollé, et c'est ce qu'ils voulaient. Pour Bannon, la déstabilisation politique, c'est le pouvoir. Ils savaient qu'il y aurait des protestations, que les médias allaient s'enflammer. C'est ce qu'ils voulaient. Un membre du cabinet Trump a reconnu que le fait que le décret soit publié un vendredi après-midi, sans prévenir, n'était absolument pas un hasard. Bannon savait que les opposants à cette décision seraient furieux, que la plupart d'entre eux ne travailleraient pas le week-end et qu'ils descendraient dans la rue. Comme ça, les télévisions filmeraient les protestations et ça ferait la une des infos. C'était une façon d'envoyer un message aux électeurs de Trump. Il allait tenir ses promesses de campagne. La mise en scène est signée Steve Bannon. Steve Bannon s'est dit « C'est super, on assure, on fait ce qu'on avait dit. On fait plier le système et la gauche bien pensante. On est vraiment en train de rendre sa grandeur à l'Amérique. » This American carnage stops right here and stops right now. From this day forward, it's going to be only America first. America first. The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action. Stratège, révolutionnaire, provocateur. Steve Bannon participe à la création d'un mouvement qui vise à transformer le pays en profondeur. Mais l'homme s'exprime rarement en public sur sa vision du monde. À l'exception de cette vidéoconférence adressée au Vatican en 2014. Il apparaît sur une vidéo via Skype, avec une image granuleuse. Dans son discours, il dit que l'islam est une menace pour la civilisation judéo-chrétienne. Pour lui, la menace qui pèse sur l'Occident judéo-chrétien après le 11 septembre, c'est que le cancer de l'islam radical se propage au sein des communautés musulmanes ordinaires. Islamic fascism. And this war is I think, metastasizing almost far quicker than governments can handle it. Steve Bannon se dépeint comme un combattant de ce qu'il perçoit comme une guerre épique. Pour Steve Bannon, l'Amérique est en proie à un dilemme, à une guerre de civilisation entre d'un côté les forces occidentales, la foi chrétienne et la démocratie, et de l'autre l'islam et le terrorisme. Il réduit tous les conflits de la société contemporaine à ce bras de fer entre les terroristes et les Américains. Sa vision du monde s'est façonnée plusieurs décennies auparavant, dans les années 1950. Richmond, Virginia, the capital of the Old South. Pour comprendre Steve Bannon,
Il faut repenser à Richmond, où il a grandi. Il vient d'une famille ouvrière de l'État de Virginie. Il considère que sa vision du monde vient de ses racines. The familiar man in the tent is splicing. It is both the typical skill of the telephone man. Son père était installateur de lignes téléphoniques. Il a transmis à son fils le goût de l'effort. C'était un fervent défenseur du démocrate John Kennedy. Son père faisait du porte-à-porte pour John Kennedy, un catholique irlandais pur jus. Son frère m'a dit qu'à l'époque, tous les petits Irlandais catholiques pensaient qu'ils pouvaient être Kennedy, eux aussi. Les Bannon ne faisaient pas exception. Il fait ses études secondaires dans une école militaire catholique pour garçons, où il se forge une réputation de bagarreur. Une fois admis à l'université de Virginia Tech, il travaille l'été pour aider à payer les factures. Steve Bannon travaillait à la décharge pendant les vacances. Sa mère le nettoyait au jet d'eau avant de le laisser entrer dans la maison. C'est à cette époque qu'il s'essaie pour la première fois à la politique en tant que candidat de l'opposition à la présidence du bureau des étudiants. En troisième année, il a voulu renverser le pouvoir en place. C'est du Trump tout craché, ça. Les bureaucrates de Washington ne vont pas changer les politiques qui nous privent d'un mode de vie normal. Il a attaqué ses adversaires en disant qu'ils étaient à la botte du gouvernement, alors que lui était un outsider. Contre toute attente, il remporte l'élection haut la main. Après cela, il s'engage dans la marine, considérant que c'est un tremplin pour une carrière politique. À bord du destroyer USS Foster dans le golfe d'Oman, il est confronté pour la première fois à ce qu'il considère comme les prémices de la tourmente au Moyen-Orient. Good evening. The U.S. Embassy in Tehran has been invaded and occupied by Iranian students. The Americans inside have been taken prisoner. Les semaines passent, les mois passent, et cet événement fait chaque soir la une des médias américains. Pour Bannon, le fiasco du président Carter dans le sauvetage des otages aurait été un tournant dans sa prise de conscience politique. Il était à bord de l'USS Foster quand la mission a mal tourné. Il en a voulu à Jimmy Carter d'avoir échoué, d'avoir terni le prestige de l'Amérique. Au bout de 7 ans, il quitte la marine et intègre la Harvard Business School. C'est sa porte d'entrée vers un univers très éloigné de celui de la classe ouvrière de Richmond. Il décroche un poste très convoité chez Goldman Sachs, mais au lieu de rester à Wall Street, il se tourne vers Hollywood pour y faire des affaires. Il avait suivi une autre voie que la plupart des gens de Goldman Sachs. Il trouvait que les jeunes qui avaient fait une école préparatoire aux études universitaires avaient de meilleures chances, socialement parlant. Il en était très conscient. Ça l'agaçait. Avec Goldman Sachs, puis tout seul, il finance des films et des séries télé. À l'approche de la cinquantaine, sa fortune est faite, mais il se cherche toujours. Soudain, tout bascule. KFI News Time 6:09. 63 degrees here in Los Angeles. Good morning, everybody. It's Bill Handel, and a pleasure to have you with us. If you have not yet heard, a few minutes ago, an airplane crashed into one of the World Trade Centers, followed... La menace islamiste qu'il avait entrevue dans la marine touche désormais l'Amérique. Ça confirme ses craintes et ses doutes. Ces mêmes forces de l'islam qui avaient retenu des Américains en otage en 1979 et 1980 sont maintenant arrivés jusqu'aux États-Unis. Ils arrivent, ils tuent des Américains. Pour lui, c'est une guerre de civilisation. Steve Bannon a bien l'intention de prendre part au combat, ce qu'il fait d'abord en tant que réalisateur de documentaires. In the traditional motion picture story, the villains are usually defeated. The ending is a happy one. I can make no such promise for the picture you're about to watch. Affolé par le 11 septembre, il fait un film sur son héros, Ronald Reagan. We're at war with the most dangerous enemy that has ever faced mankind in his long climb from the swamp to the stars. Le premier mot qui vient à l'esprit, c'est apocalyptique. Il a un style documentaire très alarmiste, plein d'urgence. Le ton est fébrile. Les images sont morbides.
Son film met en scène une terrible menace qu'il surnomme la bête. The beast embodied Nietzsche's will to power, stopping at nothing to achieve its ends. Il croit dur comme fer à cette bête, vraiment. Avec cette idée de bête, on est soit pour, soit contre. Il n'y a pas d'entre-deux. Le documentaire présente Reagan comme un guerrier politique déterminé à combattre la bête. Mais Steve Bannon ne s'arrête pas à cette glorification. Il conclut son film par un avertissement. J'ai noté dans la marge du scénario, « Steve, je sais que tu as ta propre idée concernant l'épilogue. » Et en effet, après son passage en salle de montage, dans l'épilogue, soudain la bête vit toujours. The wolf had not passed by the door. War had not been wished away. La narratrice parle de la bête pendant qu'on voit des musulmans prier. Reaching out, first to convert, then turning in to destroy. That was the nature of the beast. Et on termine par des gens qui se jettent des tours jumelles en feu. Une idée fixe poursuit Steve Bannon. Lire et se documenter pour comprendre les rouages de l'histoire et apprendre à l'infléchir. Il a tout du prof d'université, avec ses bouquins et ses discours sur les philosophes qu'il a lus. Quand on discute avec Steve Bannon, on en a pour 2 ou 3 heures. C'est un anticonformiste qui peut tout aussi bien débattre des idées de Giordano Bruno, des philosophes chinois ou de Platon. Il y avait tellement de livres sur son lit qu'il n'y avait plus la place d'y dormir. Un ouvrage le fascine tout particulièrement. Il m'a appelé et s'est présenté comme un admirateur des livres de Strauss et Howe, Generation et The Fourth Turning. Il voulait en faire un documentaire. The Fourth Turning affirme que la répétition des cycles historiques permet de prévoir l'avenir et qu'une nouvelle crise se prépare. L'histoire est constituée de saisons et l'hiver approche. Le risque de catastrophe serait élevé. La nation pourrait se soulever en de violentes émeutes, se fragmenter géographiquement ou plier sous le poids d'un régime autoritaire. Steve Bannon est captivé par cette sombre prédiction au point d'en faire un documentaire, Generation Zero. This is the trigger that lets loose a chain of events which push the society in a new mood in a fundamentally different direction. L'homme semble convaincu de connaître l'avenir. Parmi les sujets qu'il a abordés, celui qui m'a interpellé était l'éventualité d'une guerre, dans le cadre de la crise à venir, d'une ampleur comparable à celle de la Seconde Guerre mondiale. Il en était visiblement convaincu. Et il voulait me faire dire face caméra que je croyais moi aussi en cette probabilité. Il n'a pas été impoli, mais il m'a dit « Il y a eu la Révolution américaine. Ensuite, la guerre de sécession, c'était pire. Puis il y a eu la Seconde Guerre mondiale, c'était encore pire. Comment sera la prochaine ?» Vivement l'apocalypse. On discerne un désir presque fétichiste de voir tout sauter. Un peu comme s'il appelait de ses vœux un feu purificateur pour raser les institutions. Je n'exagère pas. Les documentaires n'ont pas l'effet escompté. Bannon continue de voir une Amérique en crise. Le réalisateur se met en quête d'un nouveau guerrier politique qui viendra sauver les États-Unis. En 2011, il pense l'avoir trouvé. On était dans l'Iowa quand il m'a dit « Un jour, quelqu'un comme Sarah Palin, peut-être même dès 2012, deviendra président des États-Unis. » Il présente en avant-première un documentaire consacré à celle qui a été gouverneure de l'Alaska. J'ai dit « De quoi tu parles? Comment Sarah Palin pourrait devenir présidente ?» Steve est attiré par des personnalités conservatrices, capables de s'adresser à l'Amérique moyenne. Il a intitulé ce nouveau film
The Undefeated, l'invaincu. Like a Marine, she runs toward the danger. On day one, Governor Palin made it absolutely clear that this was a different governor. If we have government still invading our house, then, you know, the women stand up and we start invading the government. And that's what we don't see in any politician. She was a champion of our ideals. Malgré un an de travail pour ce film, Bannon échoue à convaincre Sarah Palin d'être candidate à la présidence. Il était déçu. Il a compris qu'il était en avance sur son temps. Ce ne serait pas Sarah Palin, et ce ne serait pas pour 2012. Mais le populisme qu'il avait vu venir prenait de l'ampleur. À Hollywood, cette vision lui donne la cote chez les conservateurs. Il s'est retrouvé admis dans un petit cercle de conservateurs hollywoodiens, parmi lesquels Andrew Breitbart. Voilà comment Bannon a peu à peu délaissé Hollywood pour la politique de droite. Andrew Breitbart est une force singulière. Fuck you, John Podesta. Il a travaillé pour le Drudge Report, a contribué à la création du Huffington Post et possède désormais son propre site web. What's in your closet, John Podesta? Andrew était un iconoclaste, un type controversé, parce qu'il ne faisait pas de quartier. Il était sans filtre. Il se voyait, et avec raison à mon sens, comme un dénonciateur de vérité. Contre toute attente, le courant passe bien entre Bannon l'érudit et Breitbart le provocateur. Il y avait une alchimie évidente entre eux. On voyait que chacun se disait « Voilà la personne qui pourrait me faire accéder à l'étape supérieure ». Breitbart a tout de suite reconnu en Bannon un compagnon de route, quelqu'un qu'il pourrait enrôler dans une guerre contre l'islam, mais aussi contre la culture laïque aux États-Unis. Andrew Breitbart a besoin du sens des affaires de Steve Bannon et d'un apport financier. Son nouvel ami sait où trouver les fonds. Chez de riches conservateurs, les Mercer. Bob Mercer est un ancien informaticien de génie qui a fait fortune sur les marchés boursiers. C'est un multimilliardaire. Steve Bannon parraine Rebecca Mercer, la fille du richissime donateur, qui cherche à faire ses premiers pas en politique. Il est devenu le conseiller politique des Mercer, un genre de stratège personnel. Certains proches de longue date se sont d'ailleurs inquiétés de le voir incarner une sorte de gourou pour la famille. Il persuade les Mercer qu'investir dans le site de Breitbart est le meilleur moyen de lutter contre un gouvernement omniprésent. Il a poussé les Mercer à injecter 10 millions de dollars dans Breitbart News. C'est à partir de là que le site a gagné en influence. En échange, Bannon doit officiellement intégrer le conseil d'administration du site. Mais soudain, la nouvelle tombe. Well-known conservative blogger Andrew Breitbart has died. Breitbart reportedly collapsed last night, and the coroner says he died of natural causes. J'ai appris sa mort à 3h30 du matin. On se serait cru dans un film. C'était terrible. Steve m'a téléphoné pour m'annoncer la nouvelle. Je suis resté sans voix. Je n'arrivais pas à y croire. Soutenu par l'argent des Mercer, Steve Bannon prend le contrôle de Breitbart News. Il réoriente le site et délaisse les ragots sur Hollywood pour s'attaquer à la politique de Washington. Bannon était passionné par les rouages du pouvoir à Washington. Le site s'est mis à publier de plus en plus d'articles politiquement orientés sur le gouvernement en place. Bien plus que si Andrew était resté en vie. À Washington, Steve Bannon installe son QG dans une maison qu'il appelle l'ambassade Breitbart. J'ai rencontré Steve pour la première fois dans cette fameuse ambassade. C'est un homme intéressant et charismatique. Je l'ai trouvé charmant. Il avait un but et une vision. Il voulait faire de Breitbart News la voix dominante au sein du Parti républicain. Hormis Bannon lui-même, tous ceux qui évoluent à l'ambassade Breitbart ont moins de 30 ans. Là-bas, on ne croise que des jeunes de 25 à 30 ans maximum.
Ils discutent d'histoire avec Bannon, tout en se délectant d'être des outsiders. Ils se moquent du système et de ses partisans, qu'ils voient comme des imbéciles incapables de comprendre le populisme en train de monter dans le pays. Dans cette maison de Capitol Hill, un petit groupe de personnes en marge du Parti républicain s'est réuni pour fonder ce qui semblait être les prémices d'un mouvement. Bannon remanie le site pour qu'il véhicule sa propre vision du monde, ce qu'il appelle le nationalisme populiste. C'est l'Amérique avant tout, au sens le plus littéral du terme. Les Américains doivent assurer eux-mêmes leur protection, quitte, si nécessaire, à faire preuve d'hostilité envers les autres pays. Les lecteurs du site adhèrent à ces articles qui traitent de crimes commis par des Noirs, de terrorisme islamiste, de violences commises par des immigrés et de corruption de l'élite mondialiste. Toute une culture en danger. C'est une voix du retour aux traditions qui s'élève de Breitbart News. Ce n'est pas la première fois que ça arrive aux États-Unis. Il y a déjà eu des courants de ce genre. Mais c'est donner à cette idéologie une plateforme numérique qui lui permet de toucher tout le pays. Les délinquants hispaniques et noirs s'en prennent aux Asiatiques. Les Noirs sont incapables de se prendre en charge. La section commentaires du site devient un ramassis d'opinions extrémistes. Les bougnoules prennent le pouvoir. L'homosexualité est un cancer. C'est un déchaînement haineux. Les femmes sont idiotes. Prouvons-le. Les articles s'adressent à un segment de population raciste, homophobe et antisémite, la lie de la société. C'est un espace où chaque jour, ceux qui partagent ces idées peuvent se retrouver et lire des contenus qui valident leur vision du monde. C'était sans doute le but principal. Articles et commentaires soulèvent des interrogations quant aux croyances personnelles de Steve Bannon. Je ne l'ai jamais entendu proférer de paroles racistes. Mais ça ne veut pas dire que Breitbart News n'a pas encouragé quelques éléments racistes au sein du Parti républicain. Bannon a beau dire qu'il n'a rien à voir avec ces gens, le site leur a quand même offert une tribune et a normalisé ses idées de la droite conservatrice. Le site prospère et enregistre des millions de visiteurs. À l'ambassade Breitbart, on fait peu de cas des critiques. Quand on vous voit comme la personne de droite la plus puissante, ou une des trois plus puissantes, on vous traite toujours de raciste, sexiste, sectaire, xénophobe, homophobe, islamophobe. Vous ne pouvez rien y faire. Mais Steve Bannon veut plus que des lecteurs. Il ambitionne de transformer radicalement Washington. En 2013, alors que républicains et démocrates entament un projet de réforme de l'immigration, il s'attaque à la direction du Parti républicain. Pour ce faire, il s'allie au jeune conseiller d'un sénateur, Stephen Miller, 27 ans. Miller était un petit idéologue. Tout le monde le connaissait à Washington. Il était très actif. Nuit et jour, il inondait les journalistes de communiqués de presse. Beaucoup voyaient ça comme une forme de spam. Stephen Miller semble fait sur mesure pour Steve Bannon. Il est l'un des principaux conseillers du très controversé sénateur républicain Jeff Sessions. Ultra-conservateur, ce dernier est un fervent opposant de la réforme de l'immigration. Miller et Sessions se sont mutuellement influencés en matière d'immigration. Miller était nuit et jour aux côtés de Sessions. Miller met en contact Sessions et Bannon, qui bâtissent une formidable alliance. Stephen Miller devient rapidement un intermédiaire. Il organise des 5 à 7 entre les équipes de Breitbart et du sénateur. Et les articles de Breitbart donnent une visibilité à Sessions, qui devient en quelque sorte le porte-étendard de cette fraction de l'extrême droite. Sessions. La loi sur l'immigration va crucifier les Américains. Sessions dénonce la campagne secrète des députés en matière d'immigration. Sessions. Bravo à Breitbart, qui révèle toute la vérité sur la loi de l'immigration. À l'évidence, Steve et Breitbart, assistés de Stephen Miller, jouent un rôle clé en essayant de conseiller le sénateur Sessions. Les populistes de la base du Parti républicain laissent éclater leur colère.
Tout à coup, les républicains qui pensaient adopter cette loi commencent à recevoir des appels d'électeurs furibards qui leur disent « Comment pouvez-vous faire une chose pareille? Il faut arrêter !» Le projet passe à la trappe. Steve Bannon, Jeff Sessions et Stephen Miller comprennent alors qu'ils détiennent un atout majeur. Ça a été une grande victoire pour nos lecteurs. À leurs yeux, cette réforme faisait passer les intérêts de la classe politique en place à Washington avant ceux de la population américaine. Et pour nous, ça a marqué un tournant parce qu'on a réalisé qu'on pouvait obtenir des résultats. Steve Bannon, dont l'influence grandit, repart à la recherche d'un guerrier politique capable de transformer le pays. Bannon cherchait à se mettre au service d'un chef de file sur le très long terme. L'homme qu'il lui faut existe. Il habite New York et c'est un lecteur de Breitbart News. Trump lisait Breitbart News et s'en imprégnait depuis déjà 2013-2014. Mais personne n'y prenait garde, parce qu'en 2014, personne ne s'intéressait à Donald Trump, l'homme politique. Steve Bannon a été présenté à Trump par David Bossie, le producteur de nombre de ses films et le directeur de Citizens United, un lobby pro-conservateur. Bossie a dit à son ami Bannon « Viens donc rencontrer Donald Trump. Il envisage de se présenter à l'élection présidentielle. » Ils se sont tous réunis à la Trump Tower à New York et ils ont discuté. Je connais Steve Bannon depuis une dizaine d'années. On a travaillé ensemble sur de nombreux projets. C'est un des plus fins stratèges que je connaisse. À partir de ce jour-là, Trump est resté en relation avec Bannon. Bannon a trouvé chez Trump un combattant doté des mêmes instincts politiques que lui. Breitbart, Sarah Palin, Donald Trump, tous s'opposent à l'establishment. Et ça plaît à Bannon. Lui, ce qu'il veut avant tout, c'est en découdre. Ce qui le rapproche vraiment de Trump, je crois, c'est cette volonté de détruire l'ennemi. En 2015, lorsqu'il se lance dans la course à la Maison-Blanche, Trump reprend à son compte les gros titres alarmistes de Breitbart News sur l'immigration clandestine. So many people have been so badly hurt. The other day in California last week, a woman, 66 years old, a veteran, was killed, raped, sodomized, tortured, and killed by an illegal immigrant. We have to do it. We have to do something. We have to do something. Pendant toute sa campagne, Trump prend discrètement conseil auprès de Steve Bannon. Et ce dernier, qui ne fait pourtant pas officiellement partie de l'équipe, envoie ce mail à sa vieille amie Julia Jones. En août 2015, il m'a dit qu'il était le directeur de campagne de Trump. Mais je pense que c'était une façon de parler, car il agissait en coulisses. Je lui ai dit « Félicitations, c'est merveilleux ». C'était ce qu'il avait toujours voulu. Il avait enfin percé, il avait atteint son but. Steve Bannon ajoute « Tu ne lis donc jamais Breitbart ? C'est la source d'inspiration de Trump ». Steve Bannon passe de plus en plus souvent à l'offensive. Il attaque les opposants de Trump l'un après l'autre. Si j'ai quitté Breitbart News, c'est parce que ça devenait trop lié à Trump. Quand un média décide qu'il est plus important de maintenir des liens étroits avec tel homme politique que de préserver l'intégrité de ses journalistes, il cesse d'être un outil d'information et se transforme en outil de propagande. Durant cette période, 6 membres de l'équipe Breitbart News démissionnent. J'ai compris que je ne voulais plus en être. Et parmi les journalistes qui avaient été embauchés, je pense que beaucoup n'avaient pas prévu de faire de la propagande pour Trump. Si j'avais voulu participer à telle ou telle campagne présidentielle, je l'aurais fait. Alors que Steve Bannon est à la manœuvre à l'ambassade Breitbart, Stephen Miller écrit les discours de campagne de Trump et devient son principal conseiller politique. Donald J. Trump, ladies and gentlemen, is going to stand up to the bullies and fight for you. Stephen Miller montait sur scène avant Trump. Et là, il chauffait la salle en lui débitant la longue liste des maux qui accablaient l'Amérique. Are
Are you ready to fight the terrorists? Are you ready to stop the onslaught of radical Islam? Sa rhétorique allait beaucoup plus loin que celle de Trump, mais leurs messages ont fini par se rejoindre. Ils avaient cette vision du monde plutôt cohérente que partageait non seulement Steve Bannon, mais aussi Jeff Sessions. Jeff Sessions est le premier sénateur à apporter à Trump le soutien qui lui est essentiel. Make America great again. Donald Trump is the projected winner of the New Hampshire. He regains his front-runner status in a crowded field. He's pulling ahead in virtually every Super Tuesday state. We love Nevada. We love Nevada. Thank you. This makes back-to-back victories for Donald Trump is a professional political wrecking ball. Trump devient candidat à la présidence. Il officialise le rôle de son conseiller. Steve est l'éminence grise de Trump, l'équivalent de Karl Rove pour George Bush. Il contrôle tout le monde. Les Mercer, qui soutiennent financièrement Trump et le site Breitbart, David Bossie, un ami proche, Sessions et Miller, qui se sont connus grâce à lui et à Breitbart. Tous ces gens sont télécommandés par le binôme Breitbart-Bannon. Ça vous donne une idée de qui était vraiment aux manettes. C'est alors que la presse exhume une vidéo. Les propos de Trump font scandale. Des gens lui retiraient leur soutien. Tous les républicains le critiquaient ouvertement. Et on sait maintenant que Reince Priebus lui a conseillé de retirer sa candidature. Mais Steve Bannon, lui, refuse de baisser les bras et contre-attaque. Bannon recommande à Trump de frapper beaucoup plus fort, de détourner l'attention juste ce qu'il faut pour qu'au lieu de se préoccuper de ses relations tumultueuses avec les femmes, on s'intéresse aux frasques de Bill Clinton près de 20 ans plus tôt. Le projet est tenu secret pendant 48 heures, puis, juste avant le deuxième débat présidentiel, lors d'une conférence de presse, la contre-attaque est lancée. Bannon se tient au fond de la salle. Mr. Trump may have said some bad words, but Bill Clinton raped me and Hillary Clinton threatened me. I don't think there's any comparison. Andrew Breitbart aurait adoré ce genre de retournement. C'est la méthode Breitbart. Étant donné que les médias allaient tous dans la même direction, il fallait leur donner quelque chose qu'ils ne pouvaient pas anticiper. Mr. Trump, you touch women without their consent. Mr. Trump, why did you say you touch women without consent, Mr. Trump? Why don't y'all ask Bill Clinton that? Why don't y'all go ask Bill Clinton that? Go ahead and ask Hillary as well. Donald Trump canvassing the country as the election campaign finds Donald Trump still stumping for every lap. Trump making his rounds today on the campaign trail. We will make America. Bannon incite Trump à parcourir le pays, à aller à la rencontre de ceux qu'il appelle les oubliés, les Américains en colère, à mettre en avant le message nationaliste que lui-même peaufine depuis plus de 10 ans. Bannon voit en Trump le moyen d'arriver à ses fins. Il comprend que Trump n'est pas du genre à analyser les programmes politiques. Alors il glisse dans son message et son langage rudimentaire bon nombre des fondamentaux sur lesquels lui-même travaille depuis des années. Quand j'ai commencé à écrire des articles sur Trump, au début de sa campagne, il fonctionnait à l'instinct. Ce n'est que quand Bannon est entré en scène, en août 2016, qu'on l'a vu travailler avec lui et Sessions et devenir plus politique. À la fin de la campagne, il s'était en grande partie aligné sur le programme de Bannon. Le jour de l'investiture, la stratégie de Steve Bannon est récompensée, contribuant à assurer une victoire que beaucoup jugeaient impossible. Bannon est nommé conseiller politique en chef et conseiller spécial de la Maison-Blanche.
and defend the Constitution of the United States. So help me God. Congratulations, Mr. President. Les idées de Bannon seront au cœur du discours d'investiture du président. Ce discours, Bannon en a été l'artisan. Il était entre les mains du président, mais c'était un discours de Bannon. This American carnage stops right here and stops right now. La phrase sur le carnage en Amérique, je pense qu'elle était de Steve. Parfois, j'entends quelque chose et je me dis, ça, c'est Steve. From this day forward, it's going to be only America first. America first. God bless America. Et ce n'est qu'un début. Thank you. God bless America. Bannon s'est lancé dans une sorte de mission suicide. Il veut faire le plus de choses possible parce qu'il sait que les gens avec des idées aussi fortes et controversées que les siennes ne durent pas longtemps à Washington. Au moment de constituer le gouvernement, les alliés de Bannon décrochent des postes clés. La première nomination est celle de Jeff Sessions au département de la justice. Si vous êtes Steve Bannon, le poste qui vous importe le plus est sans doute la justice. Le ministre de la Justice supervise la plupart des questions qui vous intéressent. Stephen Miller est nommé conseiller à la Maison-Blanche. Et à Breitbart, Bannon débauche Julia Hahn, une journaliste de 25 ans, et le spécialiste de la sécurité nationale, Sebastian Gorka. Tous ces gens n'ont jamais été pris au sérieux par l'establishment. Et maintenant, ils sont l'establishment. Il y a toujours eu des gens comme Bannon et Miller dans la sphère d'influence du gouvernement. Des gens qui voient les choses sous leur jour le plus pessimiste et veulent démanteler certaines institutions parce qu'ils les estiment corrompues. Sauf que maintenant, ils sont à la Maison-Blanche. Dès la première semaine, Bannon pousse Trump à agir en s'appuyant sur le pouvoir exécutif du président. Trump avait été élu pour désorganiser Washington, et il était prêt à signer toutes sortes de décrets présidentiels polémiques pour y arriver. Il fallait que ce soit clair. La Maison-Blanche prend un train de mesures sur l'Obamacare, l'environnement, l'immigration et le mur du Mexique. La stratégie de Bannon, c'était bam, 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 on déstabilise Washington. Un décret et un autre, et encore un autre. À un moment, il parlait d'en faire signer plusieurs centaines en une journée. Bannon a des tableaux blancs dans son bureau. Il appelle ça son centre de crise. Des promesses faites par Trump et dont il veut s'assurer qu'il les tiendra. L'une de ses priorités absolues est d'agir contre une menace qu'il dénonce depuis des années, l'islam radical. Le premier décret migratoire du 27 janvier était un texte politique et non un texte de loi. Il visait à transmettre un message. Il y a un nouveau shérif en ville. Avec ce type de mesures brutales, l'administration Trump faisait une sorte de déclaration d'intention. Tandis que les décrets présidentiels font les gros titres, l'influence du stratège en chef de la Maison-Blanche continue à grandir. Pendant les premiers temps, Steve Bannon est partout. Il assiste à toutes les réunions qui l'intéressent. Il est toujours aux côtés du président. Et il a accès à tous les domaines qu'il veut influencer. Il se voit même offrir un siège au Conseil de sécurité nationale. Il n'a pas d'expérience particulière en matière de politique étrangère ou de sécurité nationale. C'était le pire des provocateurs au sein de ce groupe. Quelle raison y avait-il de faire ça, si ce n'est une sorte de consécration de Steve Bannon, une façon pour lui de dire « je suis tout-puissant ». L'heure de Steve Bannon est venue. En tant que frondeur, vous touchez enfin au but. Soudain, vous gouvernez et les leviers du pouvoir sont entre vos mains et celles du président que vous avez contribué à faire élire. À la fin du premier mois, il quitte Washington et fait l'une de ses rares apparitions publiques à la CPAC,
la grand-messe annuelle des conservateurs américains. Controversial advisor to the president, Steve Bannon, will also address the group. The Honorable Steve Bannon. Il a troqué son costume-cravate contre la tenue chiffonnée qu'il affichait pendant la campagne électorale. Le discours de la CPAC marque l'apogée du parcours de Bannon au sein de l'administration Trump. Ce qu'a dit Bannon, en résumé, c'est « On va vous harceler. Vous, l'establishment, les médias, les démocrates. Si vous croyez qu'on va suivre vos règles, vous vous trompez. On fera tout notre possible pour prendre votre pouvoir et le donner à quelqu'un d'autre. » Intervenir là-bas sur ce mode triomphal, maintenant nous sommes les maîtres, c'est un événement pour lui. Mais d'après certains observateurs, cet événement et la publicité qui en découle semblent annoncer la chute de Steve Bannon. Bannon est devenu vulnérable. Beaucoup de ses rivaux à la Maison-Blanche épiaient ses faits et gestes. En se rendant à la CPAC, il est sorti du bois et sa renommée politique s'est encore accrue. Tout ça n'a pas échappé au président Trump. Avant et après le rassemblement, le nom de Steve Bannon est sur toutes les bouches. President Trump's brain to President Bannon. Stephen Bannon pulling the strings behind the scenes, but Bannon's worldview and his impact on the presidency. A lot of Time fait de lui le grand manipulateur. Et sur Twitter, on le surnomme le président Bannon. Sans parler de Saturday Night Live. Steve Bannon. He's walking in right now. Sorry, I'm late. That's okay, Steve. You look great. Le fait d'être présenté comme une sorte de marionnettiste n'est pas forcément une bonne chose pour Bannon. Aucun chef d'État, encore moins Donald Trump, n'a envie de donner à penser qu'un conseiller tire les ficelles. Il était inévitable qu'il le remette à sa place pour dire aux gens « Je suis le président et Bannon travaille pour moi ». L'agenda politique de Bannon est dans la tourmente. Le décret migratoire est contesté par la justice. La cote de popularité du président s'effondre. La rumeur évoque des querelles intestines au sein de la Maison-Blanche et les réformes législatives du chef d'État sont bloquées par le Congrès. Bannon était en territoire inconnu. Il ne connaissait pas les rouages du processus législatif. Il avait travaillé à Hollywood et chez Goldman Sachs. Alors il s'est dit « Je sais m'y prendre pour faire bouger les gens ». Mais le système législatif, c'est autre chose. À la Maison-Blanche, on attend la réaction du président. C'est une leçon que les collaborateurs de Donald Trump doivent intégrer très rapidement s'ils veulent réussir. Quand on travaille avec Trump, en cas de succès, tout le mérite revient au patron. Et en cas d'échec, la faute retombe sur la cible la plus proche. Jared Kushner, le gendre de Trump, pointe Bannon du doigt avec une insistance croissante. La rivalité entre Jared Kushner et Steve Bannon était devenue telle que le président était obligé d'affaiblir Bannon d'une façon ou d'une autre pour soutenir sa famille. Ce qui énervait Bannon, c'était que ceux qu'il surnomme les mondialistes, les financiers new-yorkais proches de Jared Kushner, orientaient le gouvernement vers un républicanisme plus modéré. The president is now firing warning shots at Steve Bannon.
Bannon se sent isolé. Il a perdu des alliés, comme Stephen Miller, qui s'est rapproché du clan de Jared Kushner et Ivanka Trump. Trump semble tourner le dos aux positions les plus radicales de Steve Bannon et va jusqu'à l'humilier en minimisant publiquement son rôle au sein de l'administration. Steve is a guy who works for me, he's a good guy. But I make my own decisions. I don't have people making decisions. What people don't realize is that Steve only joined very late. You know, Steve joined just before I had the Hillary. I had Dr. Fuel to the fire of speculation that Steve Bannon may soon hear. Le président décide ensuite de lui retirer son siège au Conseil de sécurité nationale. À Washington, cette éviction est perçue comme le signe d'un déclin de Bannon et de ses idées. If they fire Bannon, they can make an enemy of a man who knows all their secrets. Pourtant, lorsque Donald Trump quitte Washington au 100e jour de son mandat, Campaign style rally in Harrisburg, Pennsylvania. So what does his base say about the first 100 days? The president il est rejoint à bord de l'hélicoptère présidentiel par 4 personnes, dont son chef de la stratégie. Personne ne sait mieux parler à son socle électoral que Steve Bannon. Et ça, Jared Kushner et Ivanka Trump ne peuvent pas le faire à sa place. President Trump to rally his supporters on his 100th day in office in Harrisburg, Pennsylvania, where he's got thousands of supporters waiting eagerly to hear his speech, and we're going to bring it to him. Le meeting réunit tous les ingrédients qui ont fait le succès de la campagne de Trump. Une foule en liesse et un discours dans le plus pur style Bannon. One by one, we're finding the illegal immigrant drug dealers, gang members, and killers, and removing them from our country, and they will not let them back in. They're not coming back. D'après les sondages d'opinion, les gens qui ont voté pour Trump trouvent qu'il s'en sort très bien. Ça, c'est Steve Bannon. C'est Steve Bannon qui dit « Monsieur Trump, vous allez garder le cap et continuer à tenir ce discours. Ne vous laissez pas influencer par les élites de Washington qui n'ont pas les mêmes intérêts que vous. » So let me state this as clearly as I possibly can. We are going to keep radical Islamic terrorists the hell out of our country. L'événement est signé Steve Bannon. Ce soir-là, à bord de l'hélicoptère qui les ramène à Washington, Bannon est assis juste à côté du président. Les crises se succédant à la Maison-Blanche, il ne le quittera plus durant les semaines qui suivront. Two words, shock and surprise. Breaking news tonight, President Trump has fired FBI. L'administration Trump est confrontée à son plus grand défi depuis janvier. L'équipe riposte en adoptant la stratégie qu'elle a portée au pouvoir. Elle attaque les médias, les détracteurs, l'establishment. Look at the way I've been treated lately. You have to put your head down and fight, fight, fight. Never, ever, ever give up.